Donc le cache principalement, ça permet de mettre en mémoire, dans une mémoire beaucoup plus rapide que celle d'un disque dur, pour permettre aux utilisateurs d'avoir un gain de performance et de temps de réponse amélioré. Alors pourquoi on l'utilise? Bon, je vais tout dire. Surtout pour des gains de performance. Et ça permet aussi de faire des économies pour les entreprises. Nous, petite anecdote, nous on a fait notre projet, il est parti de rien en fait. On avait juste un serveur et un client. Et juste avec des machines qui ne sont pas très performantes, pas des grosses machines puissantes, c'est pas des bêtes de course, on arrive à avoir quelque chose de tout à fait convenable et d'augmenter, juste avec le cache, d'augmenter de 30% les utilisateurs qui peuvent se connecter sur notre site. Donc je vais passer la parole à Flo. Ok, donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le monitoring. Donc le monitoring, ça consiste tout simplement à s'assurer qu'un équipement informatique ou un service répond bien, et vérifier un peu l'état de santé d'un service. Ça permet, c'est surtout utile aux administrateurs réseau pour repérer les fonctionnements anormaux sur le système d'information. Donc, quelles sont les données qu'on vérifie en général? Donc, il y a deux domaines. Donc, le système. Donc, on peut vérifier des choses comme le CPU, la charge CPU, la mémoire utilisée, les temps d'accès sur les disques, mais aussi toutes les données liées au réseau, comme les temps de réponse, les temps de latence, le trafic en entrée et sortie, voire le ping. Et voilà globalement comment on peut exploiter les résultats. Donc sous forme de graphiques qui permettent plus ou moins facilement de voir l'état. Là par exemple c'est les bits par seconde. Donc sur une interface réseau, de voir la charge au niveau du réseau sur une plage horaire de données. Donc sur une journée, voilà. Ouais. Donc globalement ça sert à ça. Nous dans notre projet, le monitoring nous a vraiment servi parce qu'il consistait à effectuer des tests de montée en charge sur des sites, et ça nous a permis de voir à quel moment le site ne répondait plus aux requêtes des utilisateurs. Donc, ça nous a servi principalement pour ça. Donc maintenant, le load balancing. Je vais donc vous expliquer ce qu'est la technologie du load balancing. Donc qu'est-ce que c'est vraiment? Littéralement, pour les quiches en anglais, ça veut dire équilibrage de charge. Donc c'est une technique qui est pas seulement utilisée au sein des architectures haute disponibilité, mais d'une manière générale, en fait, ça permet d'équilibrer les charges, que ce soit pour des processus, des données, des accès à des disques, à des périphériques ou toute autre ressource. Donc comment ça se présente globalement? Vas-y. Donc le principe, c'est donc pour reprendre un petit bout de ce que vous a présenté tout à l'heure Henri. Donc derrière le firewall, on a notre load balancer qui est donc redondé dans ce cas-là, mais on a notre système de load balancing en fait, qui va en fait diriger toutes les requêtes sur les différents serveurs à disposition. Donc en gros, pour faire plus simple et reprendre l'exemple à Riton, admettons qu'il a tous ses verres devant lui, je me mets dans la peau de Riton, mes mains c'est mes load balancers, et donc je vais prendre les verres les uns après les autres. Ça c'est pour un mode de fonctionnement du load balancing, donc répartir la charge de manière équitable sur chaque serveur web, donc les verres en l'occurrence, ou sinon par rapport à la disponibilité, si un verre est trop éloigné par rapport à un autre, on va prendre celui qui est le plus proche, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est soit la moins occupée, soit la plus accessible, comme je viens de le dire. Donc ça a quelques avantages. Ça a quelques avantages qui sont les suivants. Dans un premier temps, d'améliorer les temps de réponse au service. Donc plus de disponibilité, les réponses aux requêtes sont traitées plus vite. Ça permet donc, avec le système de redondance toujours, vu que les serveurs sont aussi redondés, de pallier à une éventuelle système de défaillance. Donc un verre renversé, c'est pas grave, j'en ai un autre.
Et au final, il y a la possibilité d'ajouter un nombre X de serveurs à la suite sans avoir à interrompre le service, à redémarrer le site web ou quoi que ce soit d'autre. Donc le clustering, je vais laisser la parole à Nico. Oui. Alors après toutes ces technologies compliquées, je vais vous expliquer le clustering, vous en faites pas, c'est le dernier. Ne regardez pas s'il vous plaît, hein. Qu'est-ce que le clustering? Est-ce que quelqu'un sait? Non, bon. Ne regarde pas. Regarde. Qui triche. Il faut savoir que clustering, au départ, en fait, c'est une grappe, et en informatique, une grappe de serveurs. Donc je pense que vous comprenez un peu, c'est le fait d'associer d'associer plusieurs machines. Voilà, regrouper plusieurs machines indépendantes. Ça peut être des machines plus ou moins puissantes. Alors, pourquoi on utilise le clustering? Pour principalement les mêmes raisons qu'on a dites au départ, les performances, donc l'amélioration des performances, la disponibilité des ressources, et enfin la répartition de la charge, comme on vient de voir précédemment. Donc, voilà. Donc là, je vais rajouter un point sur la sécurité. Pourquoi c'est important de le dire? Le fait de mettre plusieurs machines côte à côte, en fait, ça joue le rôle de redondance et aussi le rôle de load balancing sur le fait que ça répartit équitablement et le fait que si un cluster tombe, l'autre prend le relais. Savoir cluster. Alors concrètement, comment ça marche? Encore un petit schéma. Alors en bas, vous voyez un client PC qui veut exécuter une application, n'importe laquelle. L'application en fait va être répartie sur les 3 serveurs en même temps. Donc ça c'est un type de clustering qui va permettre une exécution beaucoup plus rapide. Alors, je vous ai expliqué les différents types de clustering. Attention, c'est un petit peu compliqué. Alors, le premier type, c'est le Shared Everything Model. Alors en fait, il faut savoir que, par exemple, si vous avez 2 machines côte à côte, 2 machines de clustering, les 2 machines peuvent écrire et lire sur les 2 machines à la fois. Donc vraiment une liberté au niveau du partage des ressources matérielles. Le second, voilà, le Sharing Nothing Model, en fait, c'est le contraire. Il faut savoir que chaque machine ne peut écrire et lire que sur sa propre machine. Donc il n'y a pas du tout de partage au niveau des ressources matérielles. Et enfin, les Mirrored Servers, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Une seule machine répond. Voilà, en fait, une seule machine en fait fait interface entre le client et l'accès aux données. Et l'autre est une copie conforme du clustering, en fait, tout simplement. Si l'un tombe, l'autre prend le relais. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà, donc pour résumer, les points forts et les points faibles. Les points forts, donc j'ai dit, optimisation des performances, haute disponibilité des ressources, plus de sécurité au niveau de la sécurisation des données, et la rapidité au niveau de l'exécution. Par contre, les points faibles, ça peut être un coût important au niveau de le fait d'investir dans des machines, ça peut être, au niveau des entreprises, c'est pas toujours facile. Ça nécessite de solides connaissances en informatique, effectivement, pour mettre en place un clustering. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, je pense. Et enfin, c'est une technique qui nécessite beaucoup de bandes passantes au niveau du temps. Avez-vous des questions?